Alors, une vidéo dans laquelle on va s'intéresser au dénombrement des espèces chimiques, qu'elles soient sous forme de solution, de liquide, de solide. Pour l'instant, on ne s'est jamais intéressé à l'aspect quantitatif des espèces chimiques qu'on utilisait, et c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre-là. Alors, dénombrer les espèces chimiques, c'est compter combien ils sont. Pour déterminer combien ils sont, puisqu'on n'a pas d'appareil capable de compter un à un ou une à une des espèces chimiques, on va faire ça par le biais de leur masse. C'est-à-dire qu'on va pouvoir peser un échantillon complet, qui contient un certain type d'espèce chimique, et en divisant par la masse de une seule espèce, on obtiendra le nombre d'espèces. Ça fonctionne avec les entités chimiques, mais cette formule-là fonctionne avec tout type d'objets. Si on prend par exemple des pommes, combien il y a de pommes dans un sac, et bien on peut peser le sac, peser une pomme et faire le rapport pour savoir combien il y a de pommes. Ça marche pareil avec les espèces chimiques. Encore faut-il savoir calculer la masse d'une espèce chimique, mais ça on l'a vu dans un chapitre précédent. Le nombre qu'on va obtenir est toujours colossal, parce que les espèces chimiques sont ultra microscopiques, elles ne pèsent presque rien, du coup dans le moindre petit échantillon de matière, même s'il n'y a que quelques grammes de matière, la quantité, le nombre d'entités chimiques qu'il va y avoir à l'intérieur est colossal. On va être sur des milliards de milliards, des nombres qu'on ne peut même pas exprimer avec des mots, des puissances de 10 énormes. Alors, du coup, si on veut quand même parler de quantité d'espèces chimiques tout en manipulant des nombres qui ne sont pas gigantesques, on va s'y prendre différemment. Et l'idée vient d'un chimiste italien qui s'appelle Avogadro, qui a eu l'idée de rassembler les espèces chimiques par paquets. Les paquets définis par Avogadro s'appellent en fait des moles, et une mole de matière contient toujours le même nombre d'espèces chimiques, quel que soit le type d'espèce. Qu'elle soit solide, gazeuse, qu'elle soit plutôt légère, plutôt lourde par rapport aux autres, le nombre est toujours le même, c'est 6,02 fois 10 puissance 23, c'est-à-dire un nombre colossal, 10 puissance 23. Il faut imaginer le 6 ici avec 23 zéros derrière pour que ça soit égal à 6,02 fois 10 puissance 23. Donc en faisant des paquets qui contiennent toujours le même nombre d'espèces chimiques, et bien ensuite on va pouvoir parler des quantités d'espèces chimiques sans spécialement noter leur nombre, mais simplement en parlant en paquets, c'est-à-dire en moles. On pourra donc dire en chimie, par exemple, que l'on dispose de 2 moles de molécules d'eau, par exemple. Donc ça voudrait dire qu'on a fait ou qu'on possède 2 paquets, chaque paquet contenant 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Voilà. Évidemment, il y a un lien entre cette quantité exprimée en mol et la masse. Ça n'enlève pas ce qu'on a dit précédemment sur la masse. Alors, ça c'est l'idée d'Avogadro, mais ensuite cette idée elle a été poursuivie, et on a finalement défini que pour parler de quantité en chimie, on allait uniquement parler en mol. C'est devenu donc une nouvelle grandeur chimique qui s'appelle la quantité de matière, à laquelle on attribue un symbole petit n et une unité qui rappelle donc le mot mol inventé par Avogadro, donc l'unité qui est mol. En utilisant le nombre d'Avogadro, on peut donc passer grâce à un calcul du nombre de moles, c'est-à-dire du nombre de paquets, au nombre réel d'entités chimiques. Le nombre réel c'est grand N, le nombre de moles c'est petit n. En multipliant par le nombre d'espèces chimiques qu'il y a dans une mole, qui s'appelle le nombre d'Avogadro, on a vu sa valeur tout à l'heure, eh bien on obtient le nombre réel. Donc formule à connaître, le nombre réel d'espèces chimiques, c'est la quantité de matière exprimée en mol, c'est-à-dire le nombre de paquets, fois le nombre d'Avogadro. Les paquets peuvent être incomplets, c'est-à-dire le nombre petit n n'est pas forcément un entier. On n'est pas obligé d'avoir un paquet entier, on peut très bien avoir la moitié d'un paquet, c'est-à-dire 0,5 mol, ou un dixième de paquet, c'est-à-dire 0,1 mol. On n'est pas obligé d'avoir que des paquets complets.
Alors cette formule, elle permet de définir précisément ce qu'est une mole, elle permet de faire le lien entre le nombre réel et le nombre de moles, mais en réalité, elle est assez peu utilisée parce que le nombre réel n'est pas une donnée en chimie qui va nous intéresser. On va pouvoir faire tous les raisonnements dont on a besoin uniquement sur la base de cette quantité de matière en mol. Le lien entre les deux, qui va nous permettre ensuite de passer directement des masses aux quantités de matière, repose sur la notion de masse d'une mole, qu'on va définir juste ensuite. Alors, historiquement, comment Avogadro, avant qu'on passe à la suite, a défini ce nombre? Pourquoi il a choisi 602 fois 10 puissance 23? C'était par rapport au nombre d'atomes de carbone que contiendrait un échantillon de 12 grammes de carbone. Avogadro, à son époque, ne savait pas exactement combien il y avait d'atomes de carbone dans 12 grammes de carbone. Mais ça ne lui a pas empêché de définir ce nombre-là, correspondant à une mole, et ensuite, par comparaison, par exemple ici, entre des atomes de carbone et des atomes de soufre, de trouver les masses et donc les quantités de toutes les autres espèces chimiques. Alors, j'en ai parlé juste avant, la grandeur qui va faire le lien direct entre masse d'un échantillon et quantité de matière, c'est la masse molaire atomique. Donc, on va appeler masse molaire atomique avec le symbole grand M, la masse d'une mole de l'atome correspondant. Par exemple, la masse molaire du zinc, c'est 65,4 grammes par mol. Ça veut dire que une mole d'atome de zinc pèse 65,4 grammes. Parce qu'il y a le nombre d'entités chimiques correspondant à une mole, c'est-à-dire 602 fois 10 puissance 23, et que vu la masse d'un atome de zinc, au final, ça fait 65,4 grammes. Ces données de masse molaire sont tellement importantes qu'on les retrouve dans la classification périodique. C'est même généralement un nombre qui est marqué presque aussi gros que le nombre stoichiométrique qu'on avait vu, que le numéro atomique qu'on avait vu, et on avait compris son importance. Et la masse molaire vient en deuxième dans la classification périodique. Ici, par exemple, le zinc, numéro atomique 30, et juste en dessous, en assez gros, sa masse molaire, 65,4. Ça, c'était pour un atome. Si on a affaire à quelque chose de plus gros qu'un atome, c'est-à-dire par exemple une molécule ou un ion, un édifice atomique qui contient plusieurs atomes, alors la masse molaire, on ne peut plus qualifier d'atomique, mais qu'on va qualifier de moléculaire, toujours avec le même symbole grand M, c'est simplement la masse, la somme des masses de tous les atomes qui constituent la molécule. Prenons l'exemple de cette molécule C12H22O11. Si on veut connaître sa masse molaire, c'est-à-dire la masse correspondant à une mole de cette matière, eh bien on va ajouter 12 fois la masse molaire du carbone, puisqu'il y a 12 carbones dans cette molécule, 22 fois la masse molaire d'hydrogène, puisqu'il y a 22 hydrogènes dans cette molécule, et 11 fois la masse molaire d'oxygène. Les masses molaires de chaque atome, on va trouver ça dans la classification périodique, et au final, on trouve la masse molaire de cette molécule qui est 342 grammes par mol. Alors le lien entre masse et quantité de matière, il est tout simple. Si on connaît la masse de une mol, par un raisonnement de proportionnalité, on va pouvoir trouver la masse de n'importe quel nombre de moles. Si c'est 2 moles, on multipliera par 2. Si c'est 3 moles, par 3. Si c'est une demi ou un quart de mol, eh bien par un quart. Et donc, finalement, on fait à chaque fois le calcul suivant. La masse de l'échantillon correspondra au nombre de moles de matière contenue dans cet échantillon par la masse molaire, alors atomique ou moléculaire, peu importe, de l'échantillon. Un exemple, on a parlé juste avant de la molécule C12H22O11. Si on cherche la masse de 0,20 mol donc de cette molécule, eh bien on va multiplier 0,20 par la masse molaire qu'on a vue juste avant, donc 342, pour trouver 68. Bon, il s'agit ici du saccharose, d'où l'image ici des morceaux de sucre. Si on prend 68 grammes de sucre, ça veut dire en termes chimiques qu'on a pris 0,20 mol de sucre. Alors cette formule, elle est
plus importante que celle qu'on a vue précédemment, parce que celle-ci, elle a un aspect très pratique. En chimie, on aura sans cesse besoin de passer de quantité de matière en mol à masse en grammes, parce qu'il n'y a pas d'appareil capable de mesurer des quantités de matière. En revanche, pour mesurer des masses, une simple balance permet de le faire. Donc le fait de pouvoir passer de l'un à l'autre facilement va nous permettre de prélever des quantités de matière grâce à une balance assez facilement. Donc c'est une formule qu'il faut bien connaître, et il faut aussi connaître les formules qui en découlent. C'est-à-dire là, elle est sous la forme, on calcule la masse à partir de la quantité de matière et de la masse molaire. Et il faut évidemment savoir calculer la quantité de matière à partir de la masse et de la masse molaire. Petit n égale petit m sur grand M. Et éventuellement, pourquoi pas, calculer la masse molaire d'un échantillon à partir de la masse et de la quantité de matière. Donc grand M égale petit m sur petit n. Même si cette dernière formulation, en pratique, servira moins souvent.